Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, c'est la première vidéo de 4, mais en réalité, ça va être la dernière partie qui apparaît en premier, puisque je vais faire un décompte de mon top 40 de mes films préférés depuis que je suis né. En réalité, je vais vous m'ouvrir à vous afin de vous faire partager le genre de film que j'aime le plus. C'est pas nécessairement les meilleurs films, c'est pas nécessairement les films qui ont gagné les Oscars, mais c'est les films qui ont beaucoup de soit de nostalgie pour moi, des souvenirs, ont répondu à mes attentes. Il y a eu un moment clé dans le film qui sort du lot. Et en plus, je vous dirais que en commençant mes recherches au début, j'avais dépassé le cap du 100 titres de films différents. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été par élimination en essayant d'offrir le plus de variété possible de formes de genre de films. C'est-à-dire, les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les films de Marvel, exemple. Donc, sur les 40, il n'y a pas 20 films de Marvel. Même si j'adore ces films-là, j'en ai gardé un ou deux. J'ai un film de Noël là-dedans, j'ai des comédies, j'ai des biographies, j'ai des drames, j'ai des films de science-fiction, horreur, un peu de tous les genres là-dedans, vous allez voir. Donc, ça fait une liste très, très variée. Et cette première vidéo qui va vous être présentée est en même temps le début d'un nouveau concours qui, pour moi, espère pouvoir vous offrir la chance de gagner un super prix. Fait que je vous offre le tirage, ou les informations rapidement, et je vous reviens tout de suite après. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de recevoir les informations pour participer dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet chaque mois sans aucune date d'expiration, un rabais de 20% au comptoir alimentaire et aucun frais de réservation en ligne. Sur ce, on continue. Alright, parfait. Donc, je vais vous présenter de la position 40 à 31 pour cet épisode-ci. Puis, dans d'autres épisodes par après, je vais y aller du même genre. Donc, après ça, ça sera du 30 au 30 au 21, 20 au 11 et du 10 à la première position. La première position de la 40e, il y a une différence de préférence, mais je vous dirais que dans le groupe que je vais vous présenter ici, c'est pas mal tout égal. C'est juste qu'il y a un peu de différence vis-à-vis les genres de films. Donc, je commence immédiatement avec l'image que vous voyez à côté de moi avec Backdraft. Film américain d'action de Ron Howard, sorti en 91, avec dans les rôles principaux Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Scott Glenn et Donald Sutherland, qui est, my God, là-dedans, il était écœurant. Le film présente une enquête policière sur des cas d'incendie criminels qui pourraient avoir été provoqués par un membre d'une compagnie de pompiers, car à chaque fois, l'incendie finit par s'éteindre de lui-même. C'est le film qui, lorsque tu es jeune et tu vois ce film-là pour la première fois, tu termines le film et tu as envie ça nourrit en toi une vocation soudaine pour pouvoir, de vouloir devenir pompier. C'est carrément ça. Ça te montre la vocation de ces personnes-là qui se risquent leur vie à tous les jours. Chaque fois qu'il y a un appel, vont combattre le feu, vont sauver des vies. Et en même temps, ça te montre un peu le rythme de vie familial qu'ils ont entre eux à la caserne, les risques et périls du métier, les défis qu'ils ont à rencontrer tous les jours vis-à-vis les budgets alloués par la ville, les manigances qu'il peut y avoir, les pyromanes, comment qu'on agit avec les criminels, l'entre-gens entre le côté vie familiale, les enfants, les vies amoureuses, divorce, séparation, toutes ces choses-là. C'est un film qui, en même temps, est un genre de dilemme, de défi entre deux frères qui sont joués par Kurt Russell et William Baldwin, les deux frères McCaffrey là-dedans. C'est un film qui te fait passer par un paquet d'émotions, surtout à la fin, ça termine, et je vous dis tout de suite, je vais pas divulgacher quoi que ce soit, parce que si vous ne l'avez pas vu, les 40 films que je vais vous présenter dans mon top 40, je vous conseille fortement d'aller voir les films, pour différentes raisons.
Celui-ci, c'est le côté, l'immersion, le dévouement, la bravoure de ce que représentent les personnages dans le film pour la réalité. Les pompiers qui sauvent plusieurs vies tous les jours quand ils sont appelés, lorsqu'il y a un feu, un accident de voiture, ces choses-là. On voit tout ça là-dedans. Puis en même temps, on voit un peu le sarcasme que certains personnages peuvent avoir. Je vous donne un exemple. Quand que votre voiture est stationnée devant une bonne fontaine, ben, on voit un peu là-dedans ce que les pompiers peuvent penser de votre voiture quand c'est le temps de passer une hose d'eau à pression. Ça, c'est un exemple. Ce film-là est réalisé de Ron Howard. C'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Il y a Kurt Russell là-dedans, il y a William Baldwin, Scott Glenn, Jennifer Jason Leigh, Rebecca De Mornay, Donald Sutherland qui joue le rôle de Ronald Bartle, le pyromane, et Robert De Niro est là-dedans également. Lui, il fait l'inspecteur Donald Shadow Rimgale. Shadow, je dis Shadow parce que à un moment donné, il y a une séquence, il y a une scène où est-ce que Robert De Niro doit aller, je vous dirais, être pas témoigner, mais doit assister à une séance de demande de pardon par le pyromane interprété par Donald Sutherland. Et on voit qu'il y a un respect entre les deux personnages. La scène est incroyablement tendue et morbide. On a l'impression de voir une scène à la Joker là-dedans. Donald Sutherland il y a le charisme, le jeu d'acteur, l'expérience en même temps, les yeux, la profondeur. Tu crois que ce gars-là, même s'il est très facile d'approche et amical, que c'est un dangereux. C'est un dangereux là-dedans. Et c'est pas une scène qui est très longue et on voit plus vraiment ça après. C'est juste pour montrer un peu les in and out, un peu de tout ce qui entoure la vie du monde des pompiers. Et ça en fait partie. Puis c'est un moment qui est super bien réussi dans le film de Backdraft. Donc, 40e position, Backdraft. Si vous ne l'avez pas vu, regardez ça, ça vous rend la peine. Pour les scènes spectaculaires avec le feu, les gens qui ont travaillé sur le côté, je ne sais pas si on dit pyrotechnique ou quoi que ce soit, mais le côté des flammes là-dedans. Les flammes sont un acteur en tant que tel. Et là, on est bien avant le stade du CGI, des effets numériques qu'on voit reproduits aujourd'hui. On a vraiment des suppléments écœurants sur le DVD de ce film-là. Et puis, non, c'est adorable comme film parce que tu finis le film et tu as envie de devenir pompier. Il n'y a pas grand film qui te donne cette impression-là. Je veux dire, quand je regarde un film de Marvel, je veux pas après ça être devenir Iron Man. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça, ce film-là, c'est comme une fenêtre ouverte très romancée, très mis tous les éléments dans une histoire de 2 heures, mais c'est parfait pour ce que c'est. Backdraft, c'est peut-être un des meilleurs films dans ce genre-là. Puis c'est pour ça que je vous le conseille. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai mis dans la position 40 de mon top 40. Par la suite, totalement différent, vous allez voir, ça va changer de tous les bords, tous les côtés, les genres de films que je vais vous présenter l'un après l'autre. Cette fois-ci, c'est Ferris Bueller's Day Off. Comédie de John Hughes avec Matthew Broderick dans le rôle de Ferris Bueller. Il y a Alan Ruck qui joue le rôle de Cameron Fry qui est son ami. Il y a Mia Sara qui joue sa petite amie Sloane Peterson. Il y a Jeffrey Jones qui joue le directeur de l'école qui essaie de pogner faut que j'arrête de shaker la table, excusez-moi, qui essaye de pogner Ferris Bueller, qui a foxé l'école. Nous, au Québec, on appelle ça foxé. Je ne sais pas comment que les gens en Europe appellent ça. Il y a Jennifer Grey, qui est la sœur de Ferris aussi, qui a pu voir un peu ce qui se passe en arrière, puis qui essaie de prouver à ses parents que son frère l'a menti. Et elle, en passant, Jennifer Grey, c'est l'actrice qui a fait bébé dans Danse lascive, Dirty Dancing. Donc, elle est vraiment dans un rôle totalement différent là-dedans. Elle n'est pas la petite fille qui se met à danser avec Patrick Swayze, c'est autre chose. Il y a également Eddie McClurg qui joue Grace, la secrétaire de Ronin, qui est la femme typique qu'on voit dans la plupart des films de John Hughes. Qui a d'autres? Charlie Sheen, il y a une scène, c'est pas un caméo, on le voit juste comme une ou deux scènes au poste de police ou commissariat, comme on dit. Et l'humoriste Louis Anderson qui fait le livreur de fleurs dans le film. Même John Hughes aussi, il y a un petit caméo aussi dans le film. Là, si vous regardez vite, là, vous allez voir qu'il est dans le film également, en plus de travailler sur la réalisation du film. Donc, Ferris Bueller's Day Off, c'est une comédie qui, pour moi, lorsque je regardais ça quand j'étais jeune, c'est cette
Ça te fait rêver de foxer l'école. C'est peut-être pas une bonne affaire, mais en même temps, dans le film, le personnage comment dire, Ferris Bueller, le personnage de Matthew Broderick, va pas juste foxer l'école pour aller fumer un joint d'arrêt dans la ruelle ou quoi que ce soit. Il va aller au musée, il va aller dans un restaurant gastronomique, il va aller voir une partie de baseball, il va faire un tour de voiture, profiter du soleil, du bon temps, prendre de l'air. Euh, il, il se crée lui-même une sortie scolaire extravagante. C'est à peu près ça. Et c'est un film avec la mode de ce temps-ci de voir des films des années 80 avoir des suites presque 30 ans plus tard, comme Top Gun Maverick ou il y a eu Ghostbusters Afterlife. J'aimerais voir une suite à Ferris Bueller's Day Off. Voir aujourd'hui comment que Ferris Bueller agirait si, mettons, son garçon ou son petit garçon, je ne sais pas comment on pourrait aller avec les âges, essaierait de foxer l'école, mais que lui a déjà l'expérience d'avoir fait ça quand il était jeune. Est-ce qu'il l'aiderait? Est-ce qu'il pourrait le pogner ou quoi que ce soit? On ne sait pas. Mais Ferris Bueller's Day Off, c'est mon numéro 39 sur mon top 40 de mes films préférés. Autre film maintenant, position 38, un remake très réussi de Fugitive avec Harrison Ford. Film américain écrit et réalisé, excusez-moi, c'est ça, c'est par Andrew Davis. Il y a Harrison Ford qui joue le docteur Richard Kimball. Tommy Lee Jones qui joue le marshal des États-Unis, Samuel Gerard, qu'on a vu aussi dans la suite, qui avait le rôle principal dans la suite de US Marshal. Il y a Cella Ward qui joue Ellen Kimball. Julianne Moore qui joue le docteur Anne Eastman. Ça, c'est le genre de film que quand tu regardes aujourd'hui, tu fais comme Ah, elle est là-dedans, elle. Je la connaissais pas quand j'ai vu le film plus jeune. Puis sa carrière, elle l'a développée après ce film-là. Il y a aussi Joe Pantoliano, qu'on voit dans plusieurs films comme The Matrix, comme dans The Goonies et plusieurs autres films, qui joue le marshal Cosmo Renfrew. Ce film-là, si je le mets à la 38e position, c'est que souvent les gens vont dire Waouh, des remakes, pourquoi ils font ça? C'est plate, Hollywood fait tout le temps des remakes, puis des remakes, puis des remakes. Oui, ils en font beaucoup. Et je dis tout le temps qu'un remake n'efface pas l'original. Donc, si le remake est mauvais, l'original reste toujours. C'est pas comme s'il y avait une agence qui se promenait dans toutes les maisons, qui venait ramasser vos DVD, vos VHS du film original et que le film n'existait plus. Je pense que le seul film qui a ça, qui est assez dur à trouver l'original, c'est Star Wars A New Hope. Anyway. Le synopsis du film, ça dit ceci. Accusé du meurtre par la police de Chicago, Dr. Kimball leur affirme qu'il s'est retrouvé nez à nez avec le meurtrier et qu'il s'est battu avec lui, mentionnant qu'il s'agit d'un manchot. Cependant, les inspecteurs chargés de l'enquête doutent de sa déposition et l'inculpent pour homicide, du fait qu'il est le seul héritier de la fortune de sa femme et que, par ailleurs, le soir du meurtre, la police a reçu un appel téléphonique de son épouse qui semble apparemment le désigner comme le meurtrier. Au terme de son procès, Richard Kimball est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Le côté important du film, c'est là, lors de son transfert vers son lieu d'incarcération, le bus pénitentiaire dans lequel il se trouve est la cible d'une tentative d'évasion de la part de certains prisonniers qui simulent un incident. Au cours de la bagarre avec les surveillants, le bus renverse la chaussée, coupant une ligne de chemin de fer, ce qui provoque le déraillement d'un train qui arrivait au même moment. Rescapé de l'accident, Dr. Kimball en profite pour s'échapper avec d'autres prisonniers. Il y a d'autres informations après, mais juste pour vous dire que tout tient debout, l'intelligence et l'éducation que le personnage de Harrison Ford a dans le film sert très bien le personnage justement de Fugitive. Et c'est une des rares fois où un remake est, je dirais, plus reconnu ou plus réussi que la source originale. Ça, c'est une série télé. Mais si je parle d'autres remakes qui sont réussis, il y a le John Carpenter's The Thing, The Fly réalisé par David Cronenberg avec Jeff Goldblum dans le rôle principal. Il y a The Untouchables avec Kevin Costner aussi et Sean Connery et d'autres acteurs, j'oublie le nom. Je pense que non, ok, je m'en ai dit Ray Liotta, mais c'est pas Ray Liotta. Anyway, il y a des exemples de réussite dans le remake, mais elles sont en minorité, ça c'est sûr. Mais The Fugitive, je voulais le mettre dans ma liste puisque c'est un film qui est assez différent des autres titres que je présente dans mon top 40. C'est une réussite d'un côté remake. Et c'est le genre de film que quand ça commence, tu regardes jusqu'à la fin. C'est assez rare que tu vas arrêter au milieu du film et tu vas dire je vais continuer plus tard. Tu rentres dedans et tu te laisses absorber par l'histoire du personnage de Dr. Kimball dedans. Donc 38e position, The Fugitive. 37e position maintenant, quand je vous dirais que c'est différent. Et voilà, Happy Gilmore. Happy, je me rappelle tout le temps, mais Happy aussi, c'est faire des A. Toi qui sens le rat, qu'est-ce que tu dis de ça? Bon débarras. Il me semble que ça ressemble à ça. Donc,
Happy Gilmore, interprété par Adam Sandler, un homme qui adore le hockey plus que sa propre vie, qu'il délaisse, doit réunir la somme de 270 000 $ pour sauver la maison de sa grand-mère qui sera vendue aux enchères car elle n'a pas payé ses impôts depuis une décennie. En gros, c'est ça le Simpsons. Il apprend à utiliser sa robustesse, sa rudesse, sa témérité dans le sport qu'il utilise au hockey, mais il n'est pas bon patineur, donc il transfère tous ces talents-là de slapshot pour l'utiliser pour la force de frappe du golf. C'est ça. Et à travers ça, il doit apprendre à contrôler sa colère et à finir sur le green, ses jeux. Le film est réalisé par Dennis Duggan, qui a travaillé aussi sur 2, 3 autres films avec Adam Sandler. Donc, c'est des bons chums. Adam Sandler travaille souvent avec le même entourage. Adam Sandler, lui, il joue le rôle d'Happy Gilmore. Il y a Julie Bowen qui joue Virginia Bennett. Christopher McDonald qui joue Shooter McGavin. Il y a France B qui joue la grand-mère. Carl Weathers, bien sûr, qui joue Chubbs, qui se fait manger la main par un crocodile. Dennis Duggan qui joue Doug Thompson. Il y a Bob Barker lui-même dans le film The Price is Right avec la bataille sur le terrain de golf contre Happy Gilmore. C'est légendaire. Il y a même eu une pseudo-suite semi-officielle sur Internet qui servait de promotion pour autre chose où est-ce que Bob Barker était à l'hôpital et Adam Sandler, Happy Gilmore allait le visiter. Et il y a une autre bataille au point où est-ce que même Bob Barker verse son bucket d'urine sur la tête de Happy Gilmore. C'est dégueulasse, ça. On voit aussi un caméo de Lee Trevino, golfeur professionnel. Et il y a aussi le gestionnaire du centre des aînés qui est joué par Ben Stiller, qui joue un rôle de méchant là-dedans, qui utilise les aînés pour pouvoir faire du travail en dessous de la table comme des esclaves, puis face aux parents, aux visiteurs, ou ceux qui sont responsables. Il est très très gentil. Oui, oui, c'est correct, pas de problème. Très comique, ce film-là, Happy Gilmore. Je vous recommande fortement ce film-là pour une comédie. C'est le genre de film aussi, un peu comme les autres que je parle. Là. Tu le pognes à la télévision ou en streaming, quoi que ce soit, puis tu le pars du début, tu finis ça à la fin, c'est écœurant. Par la suite, un autre genre de film, plus aventure cette fois-ci. Un film que ma maman m'a amené voir lorsque j'étais tout jeune, avant même que je sois ce que je m'appelle moi un cinémaniaque. J'étais au cinéma. J'avais vu quelques annonces peut-être à la télévision, c'est tout. J'avais aucune connaissance de qu'est-ce que j'allais voir. Et ce film-là, il restait un film culte pour moi. La musique de Cyndi Lauper, la réalisation de Richard Donner, l'expérience de Steven Spielberg en arrière de ça. C'est l'héros de Chris Columbus aussi, qui est habitué avec les jeunes. Que vous regardez aussi même sur les suppléments des médias physiques, vous allez voir que Richard Donner avait beaucoup de misère avec les jeunes là-dedans. Ce qu'on voit à l'écran, c'est pas mal la seule chose qui était filmable et utilisable pour la production, la publication du film, en tout cas. L'histoire, c'est de ceci. Alors que les terribles frères Fratelli s'évadent de prison, Mickey, Choco, Bagou et Data, une bande de copains, trouvent dans le grenier du premier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par le promoteur pour être remplacé par un terrain de golf, on en revient au golf avec Happy Gilmore, justement, un bon segue, les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction de leur maison. Bientôt rattrapés par Brand, le frère de Mickey, et 2 amis, Steph et Andy, les Goonies, suivant leur carte, arrivent et pénètrent dans un vieux restaurant en bordure de mer. Là, c'est un synopsis pas mal trop développé. Là. En tout cas, en gros, ils se retrouvent, c'est une aventure, c'est une quête de chasse au trésor, de pirates, et c'est super cool. T'es un adolescent, tu regardes ce film-là, et t'as envie de sortir dehors, puis aller t'amuser, puis de jouer aux pirates, puis de trouver un trésor caché à quelque part. C'est à peu près ça. Vraiment cool comme film. Un des meilleurs que j'ai pu voir quand j'étais jeune, puis ça a resté chez nous. J'ai même le film en DVD avec un gros boîtier que t'ouvres, puis c'est un jeu de société des Goonies qui est inclus avec le boîtier du DVD. C'est super cool. Là-dedans, on a comme Sean Ashton, qu'on a revu après ça dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue le rôle de Mickey. Il y a Josh Brolin. Quand on dit ça, des fois, on dit Josh Brolin, je l'ai vu à quelque part. Ben oui, c'est lui qui fait Thanos dans les films de Marvel. Il a fait Cable dans Deadpool 2 et plusieurs autres films, là, bien sûr. Josh Brolin, là-dedans, qui fait le frère aîné de Mickey. Il y a Jeff Cohen qui joue Chunk. Corey Feldman, là-dedans, qui joue Bagoo. En anglais, il s'appelait Mouth parce qu'il parle tout le temps.
qui aussi. Ah oui, Ki Yo Kwan qui joue Data, le jeune avec tous les gadgets qu'il a, là, avec les souliers qui pètent de l'huile par en arrière, qui fait glisser les frères Fratelli sur le tronc, là, en tout cas au-dessus du ruisseau, dans la grotte, là, quoi que ce soit. Là, j'explique trop d'affaires. Il y a, encore là, j'en parlais tout à l'heure, Joe Pantoliano qui joue là-dedans, qui joue un des frères Fratelli. Il y a Robert Davey qui joue l'autre frère, qui est un genre de monsieur super sérieux, mais en même temps, là-dedans, c'est comique de le voir. Et il y a aussi Anne Ramsey qui fait la maman Fratelli, qui a l'air d'un gars déguisé en fille. Excusez, c'est ça que ça a de l'air. Il y a Richard Donner là-dedans qui, non seulement qui réalise le film, mais il y a aussi un petit caméo dans le personnage de policier. Et Cyndi Lauper qu'on voit à la télé à un moment donné, qui est là en même temps pour promouvoir la tune qui a été super populaire cet été-là, lors de la sortie de Goonies. Ce film-là, si vous êtes vous avez le cœur jeune, vous allez triper avec ça, la musique est bonne, les décors sont fabuleux et l'aventure est spectaculaire pour des jeunes et moins jeunes. OK, ça c'est ma position 36 de Goonies. 35e position, encore là, on est dans le fantastique, mais vraiment différent. C'est Field of Dreams. Field of Dreams, c'est le film que tu regardes quand tu es jeune, puis tu sais pas ce que tu vas regarder, puis finalement tu fais comme « Wow! » C'est vraiment cool comme film. Et il y a une chose, moi au cinéma, ou dans les films, ce que j'adore, au-delà du son des vagues qui frappent les rochers sur le bord de la plage, ou des feuilles ou des gouttes d'eau qui tombent sur les feuilles lorsqu'on marche en forêt, ce qui me fait lever le poil des bras, c'est d'entendre lorsqu'on marche dans un champ de blé d'Inde. Le son, les feuilles qui frottent ensemble avec le vent, le craquement des tiges de blé d'Inde. Je sais pas pourquoi. Ça me fait capoter. Puis on a ça là-dedans. On a aussi ça aussi dans le film Sing de M. Night Shyamalan. Il y a, mon Dieu, il y a d'autres films aussi. Là, j'ai un blanc de mémoire, mais vous comprenez ce que je veux dire? Moi, les chants de blé d'Inde, le son. Ça me fait quoi? Je sais pas pourquoi. Je dis pas que ce film-là est bon à cause de ça. Le film est magnifique en tant que tel. Si vous aimez le baseball, parce que tu tentes le baseball là-dedans. Ray, le baseball, c'est la source des Américains. Le film est réalisé par Phil Alden Robinson. Il y a Kevin Costner qui fait Ray, Amy Madigan qui joue sa femme Annie, Gabby Hoffman qui joue Karen, Ray Liotta qui fait Shoeless Joe Jackson, James Earl Jones qui fait Terrence Mann et Burt Lancaster, je pense que c'était son dernier rôle à l'écran, Burt Lancaster qui joue le rôle de Dr. Archibald Moonlight Graham. Quand cet acteur-là, le personnage de Moonlight Graham, parle, tu t'arrêtes, tu l'écoutes parler, cet acteur-là, c'est beau, ça te donne le goût de jouer au baseball, puis en même temps, le respect, et de la façon qu'il parle de sa femme, c'est magique. Puis, en tout cas, c'est une histoire de fantôme, de sport et de familial. C'est un peu ça. C'est beau. Et j'ai eu la chance de faire plaisir à quelqu'un il n'y a pas longtemps sur le groupe Facebook de La Passion du film, où est-ce qu'il y avait une personne une demoiselle qui demandait à chercher une copie DVD du film parce que je pense qu'elle avait perdu son père il n'y a pas longtemps et c'était un des films préférés à son père. J'ai envoyé par Puro Later. Super contente, elle me remercier, super gentille. Moi, ça m'a fait plaisir. Puis en même temps, j'avais les plans de m'acheter le film bientôt en 4K UHD. Donc, pour moi, c'était la façon de faire un geste pour quelqu'un. Puis en même temps, de me donner une excuse d'en acheter un autre. Field of Dreams, mon numéro 35 sur 40 de mes films préférés. J'adore ce film-là. Qu'est-ce que j'ai après ça? J'ai Planes, Trains and Automobiles. J'ai la misère à le dire souvent en anglais, c'est Planes, Trains and Automobiles. À 2 jours du Thanksgiving, Neil Page se prépare à rejoindre sa femme à Chicago afin de passer la fête en famille. Mais le mauvais temps est parti, le vol est annulé et Neil se trouve affublé d'un compagnon d'infortune, Dell, joué par le célèbre John Candy. Sympathique mais bavard vendeur de rideaux de douche qui ne semble pas décider de le lâcher. C'est ce qu'on appelle en jargon du cinéma un road trip movie. C'est un film qui nous fait passer à travers les taxis, les avions, les voitures de location, l'autobus, le train, le métro,
Le train de banlieue, c'est dans le film, c'est plus ça. Toutes les misères qu'il peut rencontrer là-dedans. L'autostoppage aussi à travers un pick-up. C'est un bijou, ce film-là. C'est un film qui... la structure du film, c'est John Hughes, OK? Mais c'est pas juste John Hughes pour ce film-là. Moi, en même temps, on dirait, je sais pas pourquoi ce film-là me donne un rapport avec l'humoriste, célèbre humoriste légendaire, je vous dirais, Yvon Deschamps, au Québec. Yvon Deschamps avait le don de faire des spectacles, de faire rire la foule, ridiculisant n'importe quoi, mais à la fin de te faire comme réaliser qu'il y avait un message en arrière de ça important, puis qu'il fallait que tu t'en rappelles. Puis quand tu le réalisais, ça l'approfondissait un peu le fait que tu avais ri, tu te sentais pas coupable. Il était capable de faire ça, mais en même temps, il te faisait réaliser quelque chose. Et ce film-là, c'est ça. Ce film-là, c'est tous les malheurs que tu peux rencontrer à travers les voyages. Et Dieu sait que de ce temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui en rencontrent à l'aéroport, surtout ici à Montréal. C'est l'enfer, en tout cas, ce qu'on entend dans les médias. Et même des gens, ma conjointe, justement, récemment, vient de me dire qu'elle a des amis qui, leur vol vient d'être retardé de 24 heures. En tout cas, c'est le bordel côté avion. Appréciez les moments que vous avez avec les amis, la famille, votre entourage de près. Et c'est ce qui est le plus important. Dans ce film-là, on a Steve Martin qui joue le rôle de Neil Page, un de ses meilleurs films, tant qu'à moi, Steve Martin. John Candy, le regretté John Candy, qui joue le rôle de Dale Griffith, son vendeur de rideaux. Et on a même un cameo de Kevin Bacon qui joue l'homme qui court vers le taxi, qui vole le taxi à Steve Martin dans le début du film. Comme une course pour pogner le taxi qui allume à la dernière seconde. Là. Et ouais, il manque son taxi en passant à cause de John Candy, puis ça se reflète par après dans l'avion, dans l'autobus, dans le train. C'est juste comique. Fait que, position 34. Planes, Trains and Automobiles. J'adore ce film-là pour le côté émotion, l'aventure, le road trip. Il y a beaucoup d'autres films que j'aime de road trip movie. Ça, c'est un de mes préférés. Position 34. Après ça, j'ai position 33. Qu'est-ce que j'ai 33? C'est Split. Ouais, Split. Le synopsis dit ceci. Habitant Philadelphie, en passant, si vous remarquez, M. Night Shyamalan, tous ses films se passent à Philadelphie. Kevin Wendell Crumb souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il échange régulièrement avec sa psychiatre dévouée, le docteur Fletcher, qui a déjà pu distinguer 23 personnalités différentes, s'exprimer à tour de rôle durant leur conversation. Selon Fletcher, Kevin aura subi des maltraitances et des humiliations au cours de son histoire et une 24e personnalité plus sombre et plus menaçante que tous les autres nommée The Beast demeure encore enfouie. Le docteur Fletcher met en exergue le fait que son patient s'est forgé ses nombreuses personnalités différentes dans un besoin existentiel de se protéger des autres. La situation se complique lorsque Kevin enlève 3 jeunes filles. Ça, c'est dès le début du film. Le film est super cool. C'est un suspense, enlèvement, histoire débridée un peu. Mais ce qui est comme mongol et pourquoi je l'ai mis dans cette liste-là, et en 33e position pour mon top 40 des films préférés de tous mes temps, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est comme, ben oui, on sait, là, on l'a vu, on sait, c'est lié à Unbreakable. La chose, c'est que ce film-là n'a jamais été en promotion face à qui que ce soit, dans n'importe quel média, comme une suite Unbreakable. C'est pas le même studio, c'est pas la même équipe de production. Oui, c'est le même réalisateur, mais M. Night Shyamalan n'avait pas fait de suite avant, et c'était juste un autre film qui avait vraiment un autre genre. Et c'est à la dernière 2-3 minutes, après qu'on voit le personnage de James McAvoy se parler à lui-même dans un miroir brisé. Après ça, on a la musique, une petite musique qui commence, qui nous fait comme « Hey, je connais ça. Je connais ça. » Puis là, t'as la caméra qui se promène, qui arrive devant un diner, qui rentre en dedans, qu'on voit aux nouvelles qu'il s'est passé de quoi. T'as 2 filles qui parlent, qui disent « Il s'est passé de quoi une couple d'années de ça avec un gars en chaise roulante, de quoi de même? » Puis là, t'as Bruce Willis qui joue le rôle de David Dunn dans Unbreakable, qui surveille, qui dit « Oui, il s'appelait Monsieur Glass. » Au cinéma, là, la salle était pleine. C'était l'avant-première qu'on avait à Montréal. Et puis, je me rappelle très bien, j'étais assis à l'arrière, vers la gauche. J'étais pas au milieu. Et quand la musique a commencé, je le sentais en dedans de moi. C'était comme, mais non, non, non. Puis quand on voit Bruce Willis sortir, le personnage de David Dunn, j'ai sauté. Je me suis mis debout, j'ai gueulé, je capotais. Puis j'ai remarqué qu'il y avait 2 autres gars qui ont fait la même chose. On était 3 dans toute la salle d'à peu près 500 personnes à comme catcher sur le coup qu'est-ce qui se passait.
qu'on venait de se faire surprendre une nouvelle fois par M. Night Shyamalan avec une suite annoncée nulle part, avec aucun lien à part de ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là, tout le monde le sait, parce qu'il y a eu la suite après ça avec Mr. Glass, qui a fait une trilogie. Mais quand tu vois le film la première fois, c'était un visionnement d'un autre film d'horreur de M. Night Shyamalan. C'était juste ça, là. Et je me rappelle, j'étais sorti, j'étais surexcité, je tapais partout, puis il y avait du monde qui venait me voir, puis qui essayait de me demander, ben pas qu'il essayait, mais il me demandait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as crié, c'est quoi le rapport, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que j'ai pas compris. Puis là, je dis au monde, c'est lié à Unbreakable, c'est un film d'une vingtaine d'années avec Bruce Willis, c'est ça qu'on voit, c'est une suite, puis personne ne l'a annoncé, c'est ça la surprise, c'est ça qui est vraiment cool, on nous a surpris. Comme quand que Bruce Willis, finalement, on se rendait compte que c'était un fantôme à la fin du sixième sens. Là, c'était vraiment autre chose. C'était une autre forme de surprise par M. Night Shyamalan qui réussissait un nouveau tour de magie pour les cinéphiles. Puis, ce qui était comme excitant, c'était que malgré le fait que je plonge, je navigue dans tout ce qui est rumeurs, informations, les fuites, de tout ce qui se passe dans le côté pas les potins qui se passe de mal, là, des acteurs qui font des conneries, mais tout ce qui est production, je réussis toujours assez à être en avance sur les informations. Il y en a qui vont dire c'est plate parce que tu tues ton boss lorsque tu vas au cinéma. Oui, c'est vrai, mais j'ai mon boss, moi, quand je le découvre avant les autres. C'est un peu ça. Là, c'était un fun fou pour une fois de se faire pogner avec ça, puis c'est ce que j'ai adoré de Split. Alors, c'est pour ça que c'est dans mon top 40 en 33e position. 32e position, là, on vire carrément notre chapeau de bord, on s'en va à d'autres choses. C'est Dumb and Dumber avec Jim Carrey et Jeff Daniels. En gros, là-dedans, ça dit Lloyd Christmas est un chauffeur de limousine à Providence aux États-Unis. Il tombe sur le charme d'une cliente qui l'emmène à l'aéroport, Mary Swanson. À l'aéroport, elle laisse derrière elle une mallette qui contient l'argent de la rançon pour son mari kidnappé. Lloyd, imaginant qu'elle l'oublie, s'en empare avant les ravisseurs. Lloyd habite avec Harry Dunn, qui est interprété par Jeff Daniels. Ayant tous les deux perdu leur travail dans la même journée, ils décident de rejoindre Mary pour lui remettre la mallette. Sachant qu'elle doit s'y rendre, ils prennent la route pour Aspen au Colorado, qui est à plus de 3000 km de route, ignorant qu'ils sont suivis par les ravisseurs. C'est un film qui est réalisé par Peter Farrelly, et il y a son frère aussi qui est non crédité, mais son frère est mentionné à différents endroits pour les informations de production, la Bobby Farrelly, Jim Carrey qui fait Lloyd, et Jeff qui fait Harry, et Lauren Holly qui, juste après ce film-là, est devenue pour quelques années la femme de Jim Carrey, justement, qui joue le rôle de Mary Swanson. Bien sûr, il y a d'autres acteurs, mais c'est vraiment ces trois personnages-là qui sont importants dans ce film-là. Je vous en parle parce que Dumb and Dumber, c'est un road trip movie un peu comme Planes, Trains and Automobiles, mais dans un autre genre totalement débridé. C'est un film que je me rappelle, j'avais une vingtaine d'années quand je suis sorti du cinéma. Je broyais de rire. J'en revenais pas. Donc, oui, quoi de si cave que ça. Puis les jokes vont jusqu'à la fin, là, juste avant le générique, avec la scène avec l'autobus, avec les demoiselles qui sont dedans, qui demandent comme quoi qu'ils cherchent deux garçons pour pouvoir les huiler chaudement, tranquillement pendant la tournée. Puis les autres sont trop cloches et idiots pour constater qu'ils pourraient faire le travail, puis ils envoient l'autobus dans un autre secteur. Puis en tout cas, La cloche de l'idiot, j'adore ce film-là. J'ai même aimé la suite aussi, la suite officielle, parce qu'il y a eu un prequel aussi qui est sorti avec d'autres acteurs qui n'étaient pas très réussis. Mais le premier, là, pour moi, c'est l'humour absurde, débile. Deux acteurs qui se sont investis là-dedans, dans leurs personnages, puis j'ai adoré ça. Bon, 32e position. Je vais finir avec ma 31e position. Et puis après ça, je vais faire d'autres épisodes par après. Et puis, restez là en passant, puisqu'à la fin, je vais donner toutes les informations pour le concours que j'offre. Moi, en passant, il n'y a pas de partenariat. C'est moi qui paye pour le concours pour les 999 membres de la chaîne YouTube de Sminex. Vous allez voir ça après la position 31. Position 31, Jurassic Park. Justement, on a vu le 6e film, le Jurassic World Dominion, qui est sorti récemment, que j'ai bien aimé. C'est pas un grand film, mais c'est un bon divertissement. Mais Jurassic Park, c'est autre chose. J'ai été voir ça lorsque j'étais jeune. C'était révolutionnaire. C'était la première fois qu'on voyait du CGI, des effets numériques qui avaient l'air aussi vrai. Parce que là, on avait de l'animatronic qui était super bien fait. Et on avait des effets spéciaux par ordinateur qui étaient à leur tout début, mais bien développé pour le film. Et puis, l'agencement des deux donnait un côté spectaculaire. Puis le cerveau aussi travaille, parce qu'on ne voit pas beaucoup des dinosaures dans le film. On les voit, je pense, c'est 15 minutes. Dans tout le film, on voit 15 minutes de dinosaures, pas plus. Puis,
Le reste, c'est ton cerveau qui travaille. La peur, les feuillages qui bougent, qu'est-ce qui va arriver, qui est là. Les acteurs sont incroyables. En passant là-dedans, il y a une grosse production, là. Il y a Steven Spielberg qui a réalisé le film. Il a réalisé même le deuxième de Lost World, qui a moins réussi tant qu'à moi, mais le premier, c'est un film qui va rester à l'histoire. Scénario de Michael Crichton et David Coop, d'après le roman Jurassic Park de Michael Crichton. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps lorsque je parlais de Jurassic World Dominion. Michael Crichton, c'est à la base, Jurassic Park, le côté comique de ça, c'est que c'est un remake de Westworld. En roman, Michael Crichton avait écrit Westworld et il a eu la chance de pouvoir réaliser le film de Westworld. Ça n'a pas marché. Au cinéma, ça n'a pas marché. Hugh Brenner fait le cowboy robotique qui devient tout fucké, qui tue un peu tout le monde dans le Westworld. En tout cas, moi, je l'aime, ce film-là. Je l'ai en DVD chez moi, mais ça n'a pas réussi côté box-office. Mais on dirait que c'est à cause de l'échec au cinéma de Westworld, ça a poussé Michael Crichton à virer son chapeau de bord puis de développer le même genre d'histoire d'un parc thématique, mais au lieu d'avoir des cowboys robotiques, là, on a les dinosaures. Mais c'est vraiment ça, là. Il s'est juste refait un remake lui-même d'une histoire qu'il avait faite avec Westworld, puis il a sacré des dinosaures dans l'histoire et il a adapté son histoire, son roman, pour que ça fitte avec un parc d'animaux, de dinosaures, mais qui savait mal. Comme dans Westworld. C'est la même chose. Mais le film, wow, réussite totale. Là-dedans, on retrouve Sam Neill dans le rôle du professeur Alan Grant. On a Laura Dern qui joue également le professeur Ellie Sattler. Jeff Goldblum, bien sûr, qui joue le rôle de professeur Ian Malcolm. Il y a Richard Attenborough qui joue le rôle de John Hammond. Bob Peck dans le rôle de Robert Malden. Et Martin Ferrero dans le rôle de Donald Gennaro. Il y a Timmy qui est joué par Joseph Mazzello qui joue aussi dans ça, si vous ne savez pas, juste au cas, là, dans le film de Social Network, c'est un des jeunes qui est avec les acteurs principaux. On le voit en arrière, là, c'est le jeune de Jurassic Park qui est dans The Social Network. Si vous ne savez pas, ça vous le savez. Puis si vous le saviez, ben, je le sais. Il y a aussi Ariana Richards qui joue le rôle de Lex et Samuel Jackson qui est là-dedans. Samuel L. fucking Jackson qui est là-dedans, qui fait Ray Arnold. B.D. Wong, qu'on a revu encore dans les derniers Jurassic World, qui joue le rôle du docteur Henry Yu. Et Wayne Knight, Dennis Nedry. Newman, dans Seinfeld. Il a réussi à faire une bonne carrière, ce monsieur-là. Oui, alors Jurassic Park, c'est le synopsis en gros, si vous ne l'avez pas vu ce film-là, en gros, ça dit John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie nommée InGen, parvient à donner vie à des dinosaures grâce à la génétique et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions qu'il compte ouvrir sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité afin de voler des embryons de dinosaures. Ça va mal, autrement dit. En l'absence de tout système de sécurité pendant plusieurs heures, les dinosaures s'échappent sans mal et le cauchemar des visiteurs commence. Welcome to Jurassic Park. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon top 31 à 40 de mon top 40, excusez-moi, de mes films préférés. Déjà là, vous pouvez voir, c'est pas nécessairement les meilleurs films, c'est des films que moi, j'adore voir et revoir. Et côté, peut-être, je vous dirais peut-être comme qualité de scénarisation, de production, de réalisation. Oui, ça va s'améliorer avec les 30 premières positions, mais il y a des films là-dedans aussi qui sont très cheesy. Là. C'est des films que j'aime, que la part du monde font comme, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu aimes ça là-dedans? C'est sûr, je vais avoir des questions comme ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de votre côté, si vous arrivez à faire un top 40, puis c'est un peu pour ça que je le fais, je vous montre un peu moi ce que j'aime, et en même temps, j'aimerais ça savoir ce que vous aimez. Pas ce que vous pensez être le meilleur film. Vous donnez un teint très snob. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez une fois par année? Quand ça joue à la télé, t'arrêtes de faire ce que tu fais puis tu l'écoutes juste parce que t'aimes ça. T'as un plaisir coupable, des affaires comme ça. C'est quoi que t'aimes? Puis laissez dans les commentaires. Puis en même temps, c'est utile parce que juste ce que je vais te donner là comme information pour comment participer pour le concours de Ciné Club, ben il faut faire que tu participes via les commentaires à travers toutes les vidéos de la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Donc je te dis merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié un peu
première partie, qui est en réalité la fin de mon top 40, et ça va aller en descendant. Il y aura une autre vidéo très bientôt pour le top... j'essaie de pas me mélanger. Top 21 à 30. C'est dur. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, et n'oubliez pas, la petite information, c'est là que ça se passe. Bonne journée. Nous voici maintenant aux informations afin de participer au tirage pour gagner un abonnement d'1 an à Ciné-Club de Cinéplex. Prenez note cependant que ce n'est pas une collaboration avec Cinéplex, mais bel et bien moi, Cinémaniacs, qui vous offre ce prix. Les avantages d'être membre vous donneront droit à un billet de membre mensuel et chaque billet supplémentaire à 9,99$ seulement, puis vous avez un maximum de 2 billets par représentation. La possibilité aussi d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Pour participer, rien de plus simple. Vous devez premièrement être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs et inscrire #Cinéclub en commentaire sur cette vidéo. Le tirage se fera via une vidéo au hasard dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance à tous et merci.